Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Thomas Gomard, directeur de l'IFRI. Il vient de publier chez Talendier un nouvel ouvrage intitulé « Qui contrôle qui ? Les nouveaux rapports de force mondiaux ». Je l'avais déjà reçu dans ce podcast en 2024, au moment de la parution de son précédent livre « L'accélération de l'histoire » et en 2025 pour la présentation d'une étude collective de l'IFRI sur les rapports de force Europe-Russie. Thomas, bonjour et merci d'avoir accepté de revenir à ce micro. Merci Marc pour cette invitation annuelle. Une bonne partie de votre livre est construite sur des oppositions entre grands dirigeants. Poutine contre Zelensky, Netanyahou contre Khamenei, Xi Jinping contre Modi ou encore Trump contre Ursula von der Leyen. Dans l'introduction, vous expliquez que l'objectif de cet ouvrage est de mieux comprendre la nature des mœurs internationales en s'intéressant à la psychologie des dirigeants. À l'IFRI, nous parlons peu de psychologie. Le dernier séminaire dont je me souvienne à ce sujet était en 2019, autour d'une sommité universitaire, l'américain Robert Jervis. Il avait alors publié ce qui fut le dernier livre de sa vie, intitulé How Statesmen Think, The Psychology of International Politics. Comment un historien des relations internationales comme vous en vient-il à s'intéresser à la psychologie des dirigeants ? Parce que c'est une partie de l'histoire des relations internationales classiques, dirais-je, puisque si vous vous souvenez, les travaux de Pierre Onovin et Jean-Baptiste Durosel établissent une grande dialectique entre ce qu'ils appelaient les forces profondes, c'est-à-dire la démographie, l'économie, et puis l'homme d'État. Et donc s'intéressaient eux aussi à la psychologie et à la manière notamment dont l'homme d'État interagissait avec les opinions publiques. Donc, ayant été formé dans cette école, les aspects psychologiques, d'une certaine manière, ont toujours été présents. Et dans mes travaux historiques, notamment dans ma thèse, je m'étais intéressé, par exemple, à la psychologie de Khrouchtchev de manière assez précise. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment nouveau. Effectivement, ça allait peut-être un peu à l'IFRI, même si je pense qu'on fait de la psychologie sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux mécanismes de décision ou d'indécision, quand on considère, ce qui est plutôt le cas à l'IFRI, que la stratégie, c'est souvent une décision prise par un petit nombre ayant une influence sur le plus grand nombre, eh bien, indirectement ou directement, on traite de la psychologie. J'ajouterais par exemple que le général Beaufre, qui a fait l'objet d'une conférence récente à l'IFRI, explique que la stratégie est fondamentalement un exercice de nature psychologique puisqu'elle touche à la dialectique des volontés. Donc, c'est pas nouveau pour moi. En revanche, ce qui est nouveau, c'était l'idée de ce livre, c'est-à-dire c'est un livre qui se veut aussi une manière de parler de géopolitique et de politique internationale différemment en essayant d'incarner les rapports de force. Là aussi, c'est le fruit peut-être d'une évolution personnelle, mais j'avais essayé aussi dans mes travaux, non pas mes livres antérieurs, mais plutôt dans mes travaux de recherche d'historien, j'avais toujours été intéressé par l'incarnation, en fait, de comment la grande histoire se retrouve sur des situations plus locales. Et c'est donc l'ambition du livre, ça a été ça. Ça a été de se dire, on comprend bien que les rapports de droit sont aujourd'hui de plus en plus remis en cause et que le terme qui revient le plus fréquemment, ce sont les rapports de force. Eh bien, comment s'incarne-t-il ? La confrontation sino-américaine joue un rôle majeur dans les relations internationales au XXIe siècle, et pourtant vous ne retenez pas dans votre binôme Trump contre Xi Jinping. Pourquoi ? Fondamentalement, parce que je pense que c'est l'objet d'un livre à part entière. Et c'était trop difficile à faire avec le temps dont je disposais. Ça, c'est la première raison. Donc, c'est une manière d'éviter la difficulté. C'est peu glorieux, mais c'est la vérité. Puis, il y a une deuxième raison, c'est que je me suis intéressé à la relation entre Xi Jinping et Narendra Modi. Et là,
au fond, montrer à mon avis, on a un nouvel axe de rotation de la mondialisation, que c'est une relation bilatérale peu connue. Et d'ailleurs, notre collègue Sylvia Malinbaum, qui dirige le programme Inde de l'IFRI, avait consacré une de ses premières notes à cette relation entre la Chine et l'Inde, parce que c'est tout à fait décisif dans les grands équilibres de la mondialisation. Et donc c'était aussi une manière, en traitant Xi Jinping et Narendra Modi, de prendre un peu à contre-pied le lecteur et de l'obliger, hein, pour prendre un terme fréquent maintenant, de se décentrer, c'est-à-dire de voir qu'il y a aussi des enjeux de relations internationales en Asie qu'il faut mieux comprendre. Après, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que le grand duel qui surplombe l'ensemble, c'est évidemment celui entre Trump et Xi Jinping. C'est pour ça que nous attendons le sommet sino-américain du mois d'avril, qu'il y a deux personnalités tellement différentes que ça serait effectivement probablement très agréable d'avoir à écrire sur ce sujet. Effectivement, c'est dur de se décentrer à l'heure de Trump parce qu'il concentre vraiment fortement l'attention. Et je suis frappé par les mots que vous employez au sujet des États-Unis et de l'administration Trump. Vous parlez de kleptocratie. Alors, il y a d'autres auteurs qui, depuis, ont aussi écrit sur ce sujet en employant des termes proches et en comparant le système à un système quasiment mafieux. Mais ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand, dans le fond, la première puissance mondiale devient une kleptocratie? Qu'est-ce que ça veut dire pour le système international? C'est pas une bonne nouvelle. Et je pense que ça renvoie à une réflexion là aussi qu'on a conduite à l'IFRI avec les travaux que nous avons pu faire sur le risque géopolitique. Parce que fondamentalement, on a une lecture de la mondialisation qui est une lecture vertueuse. Quand on lit la production des grands cabinets de conseil sur la mondialisation, les flux illicites ne sont pas mentionnés. Or, l'économie politique internationale a une partie visible et puis une partie invisible qui joue un rôle absolument décisif. Alors, il y a la problématique de l'évasion fiscale avec les paradis fiscaux. Ça sont des sujets qui ont fait l'objet quand même de travaux plus récents, les interstices au fond de la mondialisation. Il y a la problématique du narcotrafic, là aussi, sur laquelle on essaie de travailler à l'IFRI et qui est devenue la première priorité stratégique des États-Unis, qui devient une priorité tout à fait importante en Europe au regard de l'évolution de pays comme la Belgique, les Pays-Bas et puis la France. C'est désormais affiché comme une menace de tout premier ordre, puisque, au fond, c'est un phénomène de corrosion de l'intérieur des sociétés extrêmement déstabilisant. Et puis surtout, on a désormais des masses financières qui sont tout à fait considérables en réalité. Donc ça, c'est l'arrière-plan. Ensuite, le fait qu'on ait une administration Trump qui se caractérise par un fonctionnement d'un clan, en fait. Ça, c'est quand même la grande différence. Il y a toujours eu des phénomènes de clientélisme pour illustration, mais à ce point, et surtout à ce point affiché, c'est nouveau. On voit aussi que fondamentalement, il y a une remise en cause dans le discours présidentiel du président Trump de la séparation des pouvoirs, d'une certaine manière. Bon. Et cet aspect, évidemment, me rappelle aussi ce que j'ai pu observer il y a maintenant plus d'une décennie en Russie, en fait. C'est-à-dire l'utilisation d'un appareil d'État à des fins d'enrichissement personnel, avec évidemment une très grande différence entre les deux systèmes, c'est que jusqu'à présent, pour les États-Unis, il y a encore une séparation des pouvoirs, il y a une société civile qui se mobilise de manière très différente, mais la pente, d'une certaine manière, est assez comparable. Est-ce qu'on peut interpréter des événements récents, je pense au Venezuela, au Groenland ou même aux droits de douane, à travers ce prisme de la kleptocratie? Déjà, il y a un terme qui mérite d'être relevé parce que c'est celui de doctrine Donroe. Alors, il y a toujours chez Donald Trump cette capacité inouïe à provoquer les médias, enfin à imprimer dans les médias, comme on dit, qui est unique en fait.
Et je pense que c'est un terme qui doit quand même être pris très au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect doctrine Monroe qu'il a rappelé avec toute cette idée d'une stratégie hémisphérique, bon, très bien. Et puis le Don, c'est aussi une référence Don Corleone, enfin, c'est-à-dire au parrain. Et je pense qu'il y a dans son comportement un comportement, là aussi avec un certain nombre d'analogies possibles avec la Russie de Vladimir Poutine d'ailleurs, un comportement qui consiste à dire, bon, ben, quand on procure une protection, ça a un prix. Et donc on fait payer le prix qu'on estime nécessaire. Et ça se retrouve dans un certain nombre d'attitudes du président américain vis-à-vis en particulier de ses alliés. Et donc en particulier de l'Europe. Vous êtes très sévère à l'égard de l'Europe. Vous expliquez que l'Union européenne est en retard de plusieurs guerres. Alors quelles sont ces guerres et surtout est-ce que ce retard est rattrapable? Je ne sais pas si c'est de la sévérité ou de la lucidité. C'est plutôt de constater que l'Europe tarde fondamentalement à adapter son logiciel de la mondialisation. Alors, non pas qu'il faille verser dans un protectionnisme absolu, mais en fait de ne pas comprendre la dimension de plus en plus nationaliste d'un certain nombre de politiques industrielles, c'est déjà, à mon avis, un retard. C'est-à-dire qu'en fait, la compréhension que l'on a de la guerre commerciale déclenchée officiellement depuis avril 2025, mais en réalité qui était, on peut faire remonter les choses bien avant, et probablement au Made in China 2015 en fait, et à la première administration Trump. Donc ça fait quand même 10 ans qu'on a des signaux, plus que des signaux, qu'on a des choix de politique industrielle ou d'investissement de la Chine et des États-Unis qui ne vont pas du tout dans le sens des prescriptions de l'Organisation mondiale du commerce. Et que néanmoins, l'Europe continue à faire comme si c'était la vision de l'OMC qui prévalait. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est en termes militaires, c'est que la guerre d'Ukraine est un choc intellectuel, à mon avis, toujours pas absorbé par les Européens. Parce qu'on a une opération militaire spéciale, enfin une dite opération militaire spéciale qui s'est transformée en guerre d'attrition, avec un niveau de perte auquel les Européens en fait ne sont plus du tout habitués. D'ailleurs, c'est une bonne chose, c'est le signe du succès de leur projet. Mais sont-ils capables en fait de comprendre la différence fondamentale entre l'inefficacité militaire russe en Ukraine et l'efficacité militaire israélienne au Proche-Orient, par exemple, dans la manière de faire la guerre. Et ça renvoie à des choix qui ont été faits, notamment sur la question des drones. Quand on regarde le débat sur les drones au cours des 2 dernières décennies, oui, il y a clairement, à mon sens, un phénomène de retard. Il y a probablement aussi un retard, je pense, dans le cognitif, dans la compréhension de l'emprise cognitive et de ces modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est peut-être encore en Europe à vouloir réguler pour de bonnes raisons, mais à continuer, à mon sens, à distinguer un peu fondamentalement ce qui relèverait du numérique et ce qui serait du champ réel. Or, ce que Donald Trump parvient à faire, c'est d'entremêler les deux de manière extrêmement étroite, créer une sorte d'espace qu'il maîtrise aujourd'hui. Pour combien de temps, ça je ne sais pas, mais enfin toujours est-il qu'il maîtrise cet espace qui devient lui-même un espace de manœuvre, puisque les perceptions ou les réactions passent par cet espace désormais, qui est une sorte de fusion entre le médiatique, le diplomatique, le déclaratoire, et fondamentalement avec des canaux de communication qui sont à la main de grands acteurs, et en l'espèce de grands acteurs américains. Donc voilà 3 exemples, on pourrait peut-être en trouver d'autres, mais il y a fondamentalement une vitesse aujourd'hui de transformation du système international à laquelle les Européens ont beaucoup de mal à s'adapter. Et d'où la question qui était corollaire, rien à voir avec le corollaire Trump à la doctrine Monroe. La question corollaire, c'était est-ce que les Européens peuvent rattraper ce retard ou est-ce que fondamentalement la construction européenne telle qu'elle existe aujourd'hui est inadaptée à cette vitesse de changement? Moi, je ne suis pas défaitiste, donc je pense que les Européens ont des atouts et que
la construction européenne, c'est aussi beaucoup de plasticité, qu'il y a une capacité de compréhension, à mon avis, élevée de cela. Ensuite, ce sont des choix aussi de politique publique et puis de coordination. Mais non, il y a pas de c'est aussi pour ça que j'ai fait ces livres, hein, c'est qu'il y a ça passe par la lucidité et puis ensuite ça passe effectivement par des efforts. À mon avis, l'Union européenne, dans son ensemble, doit quand même s'interroger très fortement sur, son niveau de productivité et à l'échelle globale et elle doit pouvoir, s'adapter à condition de faire des choix structurels que, certains, pays, ne veulent pas faire et je pense en particulier à des choix structurels pour un pays comme le nôtre. Puis ça relance aussi le débat en France sur le fédéralisme, enfin pas qu'en France d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne en tant que telle. Et ce sont des débats qui, jusqu'à présent, n'ont mené nulle part, si ce n'est à des oppositions très fortes entre différents camps. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que si on rentre dans le débat 2027 avec la notion de fédéralisme, par rapport aux forces politiques, qui, souhaitent incarner la souveraineté avec une vision souvent, très étroite de la souveraineté, hein, comme si, notre pays était un isolat qui pouvait, se soustraire au monde. Bon, je pense que c'est pas la bonne manière de faire et c'est toujours délicat et c'est notre rôle d'ailleurs à l'IFRI. Mais je pense que c'est notre rôle dans les travaux que l'on diffuse dans l'espace public, c'est que oui, il y a de la complexité et donc nous sommes dans un système qui reste interdépendant et donc il faut passer beaucoup de temps déjà à essayer d'identifier ces interdépendances et de voir comment elles fonctionnent. Hmm. Votre livre est construit autour d'un triptyque, guerre, commerce, désir, ce qui est peut-être plus inattendu. Et en fait, ce triptyque vous a été inspiré par une phrase de Benjamin Constant, que je cite, « La guerre et le commerce ne sont que deux moyens d'arriver au même but, celui de posséder ce que l'on désire. » J'aimerais donc que l'on consacre la fin de cet entretien, de cette conversation, à cette notion de désir, à cette troisième partie du triptyque. Alors, qu'est-ce que c'est que le désir en relation internationale ? Bon, il y a deux références. Effectivement, d'abord, Benjamin Constant, j'y suis arrivé par Bernadotte, qui était dans une opposition à Napoléon. Et Benjamin Constant est vraiment l'auteur du libéralisme politique, au sens où son objectif, c'est de tenir le tyran à distance. La deuxième référence, c'est celle de Lénine, 100 ans plus tard, qui est sa question du Kto-Kavo, de qui l'emporte. En fait, je l'ai reformulé précisément à l'ère des interdépendances avec qui contrôle qui. Puis il y a une troisième influence qui apparaît dans la dernière partie, celle du désir, qui est celle de René Girard, parce qu'il a théorisé le désir mimétique avec des travaux sur la littérature romantique, hein, tout à fait étonnant en fait, sur d'exposition de ces mécanismes. Et j'ai été frappé de l'écho rencontré par la pensée de René Girard aux États-Unis, un écho d'ailleurs dévoyé selon les disciples de René Girard, mais la manière dont il est utilisé par des acteurs comme Peter Thiel, le fondateur de Palantir et de PayPal, et puis de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qui s'y réfère explicitement. Et donc le désir en relation internationale, pour faire simple, c'est la vision du monde, c'est-à-dire c'est ce pourquoi, c'est le monde qu'on aimerait construire, le monde dans lequel on aimerait vivre. Donc c'est très large. Et ça permet en fait de dire que la guerre et le commerce, derrière la guerre et le commerce, il y a effectivement quelque chose qui est peut-être plus immatériel, qui correspond à un horizon. En fait, le désir, c'est un horizon, à certains égards. Donc, à partir de là, vous avez la notion de prestige, la notion de position à l'échelle mondiale. Et je pense qu'en fait, j'ai fait cette partie-là parce que c'est aussi quelque chose de très psychologique. C'est-à-dire que ça tient beaucoup aux visions que les dirigeants parviennent à formuler. Et ensuite, s'ils parviennent à la formuler, rares sont ceux qui les formulent d'ailleurs. Mais Vladimir Poutine est capable de formuler une vision pour la Russie. C'est la même chose pour Xi Jinping. C'est aussi la même chose pour Narendra Modi à certains égards. C'est plus difficile pour des dirigeants européens
paradoxalement. Mais donc, il y a cette idée de construire une vision, puis ensuite d'essayer de l'atteindre par des choix de politique internationale. Donc voilà, c'est comme ça que je définirais le désir, et puis j'essaie de l'explorer avec 2 chapitres, l'un qui est consacré à la tension entre le GIEC et Fox News, et puis le second qui est consacré à la tension entre le Vatican et la Silicon Valley. Alors pourquoi ? Parce que le GIEC, on a consacré des travaux à l'IFRI notamment pour politique étrangère sur le GIEC, mais c'est très fascinant comme objet de relations internationales, dans la mesure où c'est assez petit par le nombre de personnes concernées, mais c'est un organisme qui est capable de produire un discours scientifique en faisant de la synthèse, de manière très méthodique, scientifique, construite, expliquée, ouverte, etc. Et qui a eu une influence très considérable sur la prise de conscience du dérèglement climatique, jusqu'à un certain point, en fait. Jusqu'à un certain point qui est l'attitude des États-Unis avec Donald Trump par rapport à ce changement climatique. Et puis Fox News, c'est le truchement par lequel émerge politiquement Donald Trump et puis d'autres. C'est aussi un grand succès médiatique, en fait, qui va porter un discours très climato-sceptique. Et donc, c'est de mettre en tension une vision du monde qui serait construite sur le discours scientifique, et puis une vision du monde qui serait construite sur un discours médiatique, et qui l'emporte, en fait. On l'a vu au moment de la pandémie. On voit très bien le choc que cela peut donner. C'est le rapport, et pour nous, disons, la recherche et du débat l'IFRI, c'est très important, parce que c'est le rapport, au fond, à la vérité, d'abord à la véracité, et ensuite à la vérité, et avant la vérité, à l'objectivité. C'est ça qui est en jeu en réalité, et c'est tout à fait décisif, je pense, pour la trajectoire de l'Europe et le type de relations transatlantiques. Donc ça, c'est pour le GIEC et Fox News. Et puis pour le Vatican et la Silicon Valley, c'est un peu différent. Ce qui m'a frappé, ça a été au moment de ce que j'appelle le moment de prosternation des Européens vis-à-vis de Donald Trump en janvier 2025. La réaction, en fait, du Vatican à l'époque avec le pape François, qui a été la seule opposition construite, institutionnelle. Alors, la force de l'Église catholique, c'est que à la fois le Saint-Siège, ou plutôt l'État, la cité du Vatican est un petit territoire au cœur de Rome. Mais ce qu'a très bien compris le pape François, et d'ailleurs c'est son choix, c'est qu'aujourd'hui le catholicisme est beaucoup plus, il est en voie d'exculturation en Europe, mais il est très dynamique en dehors d'Europe. Il est très dynamique en Afrique, il est très dynamique en Amérique latine, il est relativement dynamique en Amérique du Nord, et il est dynamique en Chine. Et en Amérique du Nord, il est notamment plus présent qu'avant à la Maison-Blanche, avec J.D. Vance et d'autres conseillers. Absolument. J.D. Vance qui a rendu visite au pape et qui lui a fait une leçon sur saint Thomas. Voilà, qui lui a rendu visite, qui a forcé, en fait, symboliquement, les portes du Vatican, en débarquant, je raconte ça dans le livre, en débarquant avec 40 SUV. À mon avis, on rejoint la dialectique historique entre l'empereur et le pape, et qu'il a vu la veille de sa mort, et pape François l'a reçu et lui a donné 3 œufs Kinder pour ses enfants. Et le choix de Léon XIV, pape né américain, en fait, qui a aussi une nationalité péruvienne, est de ce point de vue-là très intéressant. Et ses premières prises de position indiquent fondamentalement une opposition de principe sur la lecture du catholicisme par des gens comme J.D. Vance et son entourage. Donc c'est aussi ça que j'ai voulu montrer, et à travers ça aussi la Silicon Valley, parce qu'il y a quelque chose de très frappant avec la Silicon Valley, c'est la prétention philosophique des grands succès technologiques de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on a désormais des grands leaders de la technologie qui ont construit des empires très remarquables sur le plan de la technologie, sur le plan financier, mais qui désormais, en fait, ont une prétention assumée à écrire le futur, à dire, en fait, notre futur, ce sera ça. Et certains avec aussi un référentiel catholique ou plus largement chrétien assumé. Et Peter Thiel, que vous citiez avant. Peter Thiel, alors lui, c'est tout à fait net. Et d'ailleurs, la conversion de J.D. Vance il l'explique
par sa rencontre avec Peter Thiel, ou plus largement Elon Musk qui se définit comme un chrétien culturel. En fait, c'est pas nouveau, hein, mais c'est ce vieux débat entre un catholicisme identitaire et un catholicisme de foi. Et là, on a en plus un catholicisme technologique. Et alors, vous dites que J.D. Vance a rencontré Peter Thiel, vous aussi. C'était quelques jours après la sortie de votre livre, puisque Peter Thiel est venu à Paris, à l'Académie des sciences morales et politiques. Peter Thiel, vous avez rappelé le personnage, un fondateur de Palantir, de PayPal. Dans le fond, quelle est sa pensée politique ou géopolitique? Et plus largement, parce qu'il y a d'autres courants, qu'est-ce qu'on peut dire de la pensée géopolitique de la Silicon Valley? Bon, d'abord, je ne l'ai pas rencontré, je suis allé l'écouter. Il y avait aussi, évidemment, l'Académie des sciences morales et politiques, Thierry Montbrial, il y avait pas mal de monde, en fait, hein, pour l'écouter. Il a eu des questions intéressantes. Bon, sur le plan géopolitique, très franchement, c'est élémentaire, hein. C'est-à-dire que pour lui, la question, c'est de savoir si on est à la veille de la Troisième Guerre mondiale ou dans une continuation, ou dans le début, pardon, d'une guerre froide 2.0. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est précisément ça. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'écouter quelqu'un qui a cette puissance, en fait, financière, intellectuelle, puis aussi cette compréhension de la technologie. Ça, on ne peut pas lui ôter ça. Et en même temps, se livrer à une sorte d'exposé d'histoire de la philosophie. Je serais tenté de dire un exposé un peu think tank, quoi, avec des slides. J'ai pas du tout été... je n'y ai pas vu une prouesse philosophique. J'y ai vu au contraire un discours assez attendu quand on lit ce qu'il fait, notamment le livre qu'il a publié en 2016 ou les différents textes qu'il peut publier depuis. C'est une vision, en fait, fondamentalement, qui considère que l'ère de la démocratie est révolue. C'est ça le message principal, et que la manière de se prémunir contre... alors à la différence d'Alex Karp, le dirigeant de Palantir, il ne cible pas aussi nommément l'ennemi. Mais Alex Karp désigne très clairement à la fois la Chine et les musulmans comme ce contre quoi Palantir se prépare. Donc derrière ça, il y a une vision du monde qui est une vision du monde ultra défensive, pour laquelle, à travers laquelle fondamentalement la technologie est la solution en ce sens. Enfin, c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il ne le dit pas, mais quand on lit en filigrane, c'est ça, c'est que nous sommes tous, avec nos outils technologiques dont nous ne pourrons plus nous défaire, nous sommes tous des appelés technologiques, mais il y a en réalité très peu d'élus. C'est aussi une pensée qui est une pensée très sélective. C'est comme ça que je la définirais. Et puis la vision défensive peut quand même être conquérante. Il y a un sujet, alors je ne sais pas quelle est la réalité derrière, si ça a été surtout théorisé dans des ouvrages ou dans des articles par ces, entre guillemets, oligarques de la tech, mais sur la question du Groenland, par exemple, ça a beaucoup été mis en avant en disant que les terres rares, les minerais critiques étaient importants, qu'il y avait de l'espace pour construire des data centers, etc. Est-ce que ça fait partie de la vision géopolitique de la Silicon Valley? Alors, je pense que j'ai pas abordé ça dans le livre, mais je pense que, comme toujours, il y a beaucoup plus de nuances. Il faudrait être plus fin. Dans le livre, je me suis surtout consacré à Peter Thiel et à son lien, le lien Girard Thiel-Vance. Donc, j'ai pas de réponse univoque. En revanche, ce qui est tout à fait clair, c'est l'idée sur laquelle Trump est le seul à pouvoir sauver la notion d'Occident. Ça, c'est parfaitement assumé par des gens comme Peter Thiel, d'ailleurs, qui soutient Trump dès 2016, à la différence des autres oligarques de la Silicon Valley. Bien, Thomas Gomard, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. On pourrait discuter pendant des heures de votre nouvel ouvrage Qui contrôle qui, mais j'incite surtout les auditeurs et puis les personnes qui nous regardent, puisque nous sommes filmés aujourd'hui, c'est une nouveauté, à se procurer votre livre. À bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Merci Marc.